Le 15 août 2023, j'ai été victime d'une agression à main armée. Cette agression, moi je l'avais qualifiée à l'époque d'une tentative d'assassinat. Je l'ai vécue comme une tentative d'assassinat, je continue de la vivre comme étant une tentative d'assassinat. Vous vous promenez dans une rue, et un homme sort d'un véhicule, il pointe vers vous un pistolet, il utilise du gaz lacrymogène, et un revolver qui pointe vers vous, et vous vous dites qu'est-ce qui va se passer, il va tirer, il va pas tirer, je vais vivre, je vais survivre. Vous pensez à vos enfants, à votre famille, à vos parents. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance ce 15 août 2023 parce qu'il y avait des témoins oculaires. C'était dans une rue pavillonnaire jusqu'au jour où mon agresseur a été retrouvé. C'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui, pour vous donner des nouvelles de cette affaire. 2 personnes ont été interpellées. Une première personne, elle a été placée en détention et elle est toujours en détention provisoire. Une deuxième personne, elle est placée sous contrôle judiciaire. Il y a des éléments nouveaux qui ont été découverts au cours de l'enquête. Des éléments qui prouvent, encore une fois, que tout a été planifié depuis l'Algérie. C'est un franco-algérien. Les 2 sont des franco-algériens. Mon agresseur lui aurait demandé à Alger, ils se sont rencontrés à Alger. Rappelez-vous d'une affaire que j'ai abordée avec vous au mois d'août 2023 et sur laquelle je ne suis plus jamais revenu, et pourtant vous m'avez relancé énormément par vos questions, etc. et essayant de comprendre qu'est-ce qui est advenu de cette affaire-là. Le 15 août 2023, j'ai été victime d'une agression à main armée. Cette agression, moi je l'avais qualifiée à l'époque d'une tentative d'assassinat. Je l'ai vécue comme une tentative d'assassinat, je continue de la vivre comme étant une tentative d'assassinat, pour une raison simple. Vous vous imaginez-vous plutôt, mettez-vous à ma place, vous vous promenez dans une rue, et un homme sort d'un véhicule, il pointe vers vous un pistolet, il vous menace. D'abord, avant de pointer le pistolet, il utilise du gaz lacrymogène. Après, j'ai été gazé à 2 reprises. Après avoir été gazé à 2 reprises, il pointe vers moi un pistolet, il me menace. Durant ce temps qui coule, peut-être c'est quelques secondes, mais pour moi c'était une éternité. Vous imaginez, vous marchez dans la rue, vous êtes attaqué par surprise, gazé à 2 reprises, et un revolver qui pointe vers vous, et vous vous dites qu'est-ce qui va se passer, il va tirer, il va pas tirer, je vais vivre, je vais survivre. Vous pensez à vos enfants, à votre famille, à vos parents, à tout ce que vous avez vécu pendant ce laps de temps très court. Vous ne pouvez rien faire que vous imaginez juste, vous ne pouvez rien faire que concevoir que vous êtes exposé à un danger imminent. Et que pour vous, il ne s'agit pas d'une simple opération de vol, parce que quand on vole quelqu'un généralement, pourquoi sortir un pistolet? Il aurait suffi de me gazer à 2 reprises, me voler ce que moi je suis pas quelqu'un de aisé, je suis qu'un pauvre réfugié politique en France, je vis dans des conditions extrêmement précaires, très peu enviables en tout cas. Je n'ai rien de précieux, je n'ai ni voiture pour moi-même, je ne porte pas des habits luxueux, je n'ai rien. Donc si on voulait uniquement me voler, il aurait pu, mon agresseur, utiliser 3e fois me gazer, me voler et s'enfuir. Il a sorti un pistolet, il m'a menacé. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance ce 15 août 2023 parce qu'il y avait des témoins oculaires. C'était dans une rue pavillonnaire, dans la banlieue de Paris. J'étais à Paris ce jour-là. Et dans cette banlieue parisienne, j'ai eu, entre Nanterre et Rennes-Malmaison, pour être plus précis, dans le département de 92, il y avait des témoins oculaires qui ont commencé à crier et qui ont appelé la police. Et moi j'ai crié naturellement, quand je suis attaqué par le supplice, j'ai un revolver, j'aurais pu me défendre si j'avais en face de moi quelqu'un qui était à main nue, comme moi, à main nue, d'armaya, où je me défendrais contre mon agresseur. Mais là avec un revolver, c'est très difficile avec un pistolet de se défendre. Le combat est inéquitable. Dieu merci, mon agresseur a été lui aussi effrayé par les cris des témoins oculaires et il a dû reculer, j'ai pris la fuite, il m'a pas poursuivi avec son pistolet, il a juste récupéré mon smartphone qui est tombé par terre et il a pris sa voiture, il a pris la fuite. Quelques minutes plus tard, une brigade de la police, de la BAC, plus exactement des policiers en civil ici en France, la brigade anticriminalité, m'ont pris en charge. J'ai raconté cette affaire où j'ai parlé à l'époque d'une tentative d'assassinat, parce que pour moi, elle ne peut être qualifiée qu'une tentative d'assassinat. J'ai déposé plainte et j'ai médiatisé. J'avoue
j'étais agréablement surpris par la réactivité des autorités françaises. Moi, je pensais que les autorités françaises au départ n'allaient pas m'aider ni m'accompagner. Pour eux, je suis qu'un pauvre étranger, des affaires de délinquance où là, il y en a 36 000 par jour. Ils n'auraient pas pris la chose très au sérieux et qu'ils allaient considérer ça comme un acte de délinquance, comme il y en a beaucoup dans ces banlieues populaires en France. Et ben, ce n'est pas le cas. Les autorités françaises m'ont extrêmement étonné parce qu'ils ont réagi avec beaucoup d'humanisme, beaucoup de droiture et beaucoup de professionnalisme. Ma plainte a été enregistrée rapidement et j'ai été auditionné par une brigade spécialisée de la police judiciaire. Bon, ils m'ont appris le jour de mon audition qu'ils ne peuvent pas parler de tentative d'assassinat parce que dans la législation française, il ne peut y avoir de tentative d'assassinat si le gars aurait tiré, si j'étais blessé, si j'avais été touché par une balle, si j'avais été grièvement blessé, là on parlerait de tentative d'assassinat. Mais pour le moment, au moment des faits, mon agresseur a utilisé uniquement un pistolet pour me menacer. Donc, au pire c'est de la menace, mais aussi certainement c'est un vol à main armée parce que mon smartphone a été volé. Et les enquêteurs de la police judiciaire ont rapidement compris la dimension politique de l'affaire, parce que d'abord on ne vole pas un smartphone avec des pistolets. On braque des bijoutiers, même les bijouteries de luxe à Paris, on ne les braque pas avec des pistolets. Souvent, ils utilisent des armes blanches, etc. Mais quand on utilise un pistolet, et en pleine rue, en pleine journée, c'était vers 15 heures à peu près, c'est que vraiment, on a envie de s'en prendre à la personne. Donc, ils ont rapidement compris mon statut de réfugié politique, ils ont rapidement compris, identifié ma personnalité, ils ont rapidement compris les enjeux de mon combat ici sur le territoire, depuis le territoire français malheureusement, j'aurais aimé être en Algérie, pour le changement démocratique de mon pays, pour le journalisme engagé, le journalisme d'investigation, la lutte contre la corruption et la divulgation des grandes affaires de corruption et la dénonciation des dérives et des dérapages et des atteintes aux droits de l'homme des dirigeants algériens, leur enrichissement illicite et leur monopole injustifié et illégitime du pouvoir dans mon pays. L'enquête commence et je n'ai plus voulu m'exprimer. J'ai voulu respecter le travail des autorités françaises, j'ai voulu que la justice et les services de sécurité fassent de leur mieux pour trouver le coupable, mon agresseur, et comprendre qui lui a demandé de m'agresser, pourquoi il m'aurait agressé, et pour identifier, donc, pour aboutir à la vérité par rapport au tort et au préjudice dont j'étais victime. Et vous imaginez que depuis ce jour-là, ça a été un traumatisme pour moi, ça a été un traumatisme pour ma famille. C'était extrêmement difficile de surmonter ce traumatisme et de revivre sereinement sans avoir peur. Et bien sûr, à cette époque, j'avais établi des liens directs entre cette agression avec mes activités de journaliste indépendant et d'opposant au régime algérien, et j'avais accusé officiellement le régime algérien. J'ai dit que, à minima, le climat délitaire dans lequel le régime Tebboune a fait évoluer l'Algérie, les attaques permanentes contre ma personne, les condamnations à mort dont j'étais victime, dont je fus accablé, les mandats d'arrêt internationaux totalement injustifiés, les campagnes de dénigrement médiatique et la diabolisation permanente dont je fais l'objet, au même titre que d'autres opposants et activistes établis à l'étranger, de la part du régime algérien, et fournir suffisamment d'éléments pour prouver ou pour démontrer ou pour que je puisse au moins se douter et suspecter le régime algérien. Et je l'ai dit à l'époque, moi j'avais mes sources, je suis extrêmement bien sourcé, vous le savez, on a accès à des informations très confidentielles, y compris des informations sécuritaires, et pas uniquement de l'ordre économique et financier. On sort un nombre de scoops impressionnants par an et par semestre et par trimestre et par mois. Donc on est un média très bien informé. Mes sources m'avaient toujours dit, attention Abdou, il y a un plan qui a été préparé à Alger pour t'agresser, pour t'attaquer, pour te menacer, pour toucher à ton intégrité physique et pour te faire du mal. Je l'ai toujours su. Je savais que la menace était prévisible, qu'elle était imminente. Après, voilà, c'était un 15 août, c'était un jour férié en France, en plein été, j'avais relâché, j'avais manqué de vigilance. Clairement, j'avais manqué de vigilance et pourtant, je n'étais dans une zone plus ou moins sécurisée. Mais bon, ce qui est arrivé, on n'est pas, il n'y a pas de risque zéro. J'ai été agressé, j'ai été menacé, je l'ai vécu en tout cas, encore une fois, comme une tentative d'assassinat. Je savais que ça allait se produire, donc
Je savais qu'on me menaçait, je l'ai dit à la police judiciaire, aux enquêteurs de la police judiciaire française que j'étais exposé à des menaces. Je leur ai donné tous les détails, tous les éléments qui étaient en ma possession et que je pouvais prouver ou étayer par des preuves. Je me suis tué. Je me suis tué jusqu'au jour où mon agresseur a été retrouvé. C'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui, pour vous donner des nouvelles de cette affaire, tout en respectant le secret d'instruction. Je ne vais pas vous dévoiler les noms, je ne vais pas vous dévoiler des lieux, je ne vais pas vous dévoiler des détails précis, parce que j'aurais violé le secret d'instruction, parce que l'enquête, elle est toujours en cours. Dans l'affaire de l'agression dont j'ai été victime, 2 personnes ont été interpellées. Une première personne, elle a été placée en détention, et elle est toujours en détention provisoire. Une deuxième personne, elle est placée sous contrôle judiciaire. La première personne, c'est une personne franco-algérienne, c'est un individu franco-algérien, originaire du sud de la France, qui a été placé en détention à la fin du mois de décembre 2023. Ça fait plus d'une année. Vous allez me dire, pourquoi Abdou, tu n'as pas parlé depuis plus d'une année? Pourquoi tu as attendu une année plus tard pour nous dire qu'il a été emprisonné? La deuxième personne a été placée sous contrôle judiciaire vers le mois de février, vers le mois de fin janvier, février 2024. Je n'ai pas pu parler, je n'ai pas voulu parler parce que je voulais comprendre pourquoi il m'a agressé. Lui, il a sorti, mon agresseur, devant les enquêteurs, a sorti une histoire abracadabresque, tout simplement une histoire débile. Même les derniers des enquêteurs, même l'inspecteur Tahar, pour la série humoristique, n'aurait pas cru à ses motifs. Il a évoqué une altercation entre moi et lui. Alors qu'il n'y avait pas d'altercation, j'avais au moins 3 témoins, des témoins oculaires qui ont identifié sa plaque d'immatriculation, qui l'ont identifié, qui ont assisté à la scène et qui ont vu qu'il était en train d'utiliser un pistolet pour me menacer ou pour m'attaquer. Donc, alhamdoulilah, pour ce côté-là, j'avais des témoins oculaires, c'était en pleine journée et les témoins ont attesté de la véracité des faits que j'ai avancés. Bon, j'ai pas voulu parler quand il vient d'être arrêté, je respecte l'enquête, il y a un temps pour l'enquête, parce que moi je me suis toujours dit que quand j'ai vu le professionnalisme de la police judiciaire française et les moyens qu'ils utilisent pour établir les faits et pour chercher la vérité, quand j'ai été auditionné par un juge du tribunal judiciaire de Nanterre qui a pris cette affaire en main, je me suis dit, ils sont professionnels, là c'est pas de la justice du téléphone, la vérité finira par être découverte, on finira par connaître la vérité finira par être dévoilée et les commanditaires de cette opération, un jour ou l'autre, on va les connaître. Cette fois-ci, j'ai décidé de parler, pourquoi? Parce que mon agresseur qui a été placé en détention, pratiquement ça fait une année, on lui a renouvelé à 2 reprises le mandat de dépôt, et avec ses avocats, il n'a pas cessé de demander d'être libéré, d'être remis en liberté. Parce qu'il estime que ça ne justifiait pas la détention provisoire, qu'il m'a pas tué, qu'il n'a pas voulu m'assassiner, qu'il conteste le fait de m'avoir volé mon smartphone, il dit que personne ne l'a envoyé vers moi et que c'était juste une altercation débile. Il essaie de relativiser, bien sûr, et de manipuler. C'est normal, il essaie de se défendre. Donc, lors de la dernière réponse, parce que c'est le tribunal judiciaire de Nanterre qui juge l'affaire, mais quand il s'agit de faire appel, demander la libération de détenus en France, en Algérie, on a la chambre d'accusation. En France, pour vous simplifier les choses, c'est les cours d'appel. C'est des chambres d'instruction au niveau des cours d'appel qui sont chargées de dire est-ce que, on libère pas les détenus qui sont placés en détention provisoire dans des affaires criminelles, dans des délits, dans des actes de délinquance. En l'occurrence, c'est la cour d'appel de Versailles qui traite mon affaire. C'est-à-dire, c'est la Cour d'appel de Versailles, qui est une grande juridiction ici en France, une grande instance judiciaire ici en France, qui s'occupe du cas de l'agresseur, du cas de mon agresseur qui a voulu qui m'a agressé, qui pour moi a voulu mettre en péril mon intégrité physique, mais ça c'est, les débats, le procès n'a pas encore commencé pour reconnaître la validité de mes arguments. Pour moi, ce n'est pas un simple vol à main armée, mais on en parlera le jour du procès. En tout cas, la Cour d'appel de Versailles, c'est elle qui statue, qui supervise, qui contrôle et qui étudie régulièrement les évolutions de l'instruction judiciaire et les demandes qui sont faites par la partie, moi je suis partie civile, je suis victime, et par celui qui est présumé encore une fois coupable, parce qu'il n'a pas été encore dénoncé, il n'a pas été encore condamné, plutôt. Il n'a pas encore été condamné et jugé. Donc, le présumé coupable demande sa libération et la Cour d'appel répond. Lors de la dernière réponse de la Cour d'appel de Versailles, qui date du 24 décembre 2024, donc il y a de cela quelques jours, il y a des éléments nouveaux qui ont été découverts au cours de l'enquête.
les autorités des services de sécurité français et les autorités judiciaires ont découvert, ont abouti déjà, ont réuni déjà un nombre suffisamment troublant concernant l'affaire de mon agression et des éléments qui prouvent encore une fois que tout a été planifié depuis l'Algérie. Tout a été planifié depuis l'Algérie. Ce n'est pas la conclusion pour le moment de la justice, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La justice française n'a pas encore rendu de jugement. Le procès n'a pas encore eu lieu et aucune condamnation n'a été prononcée. Mais pour le moment, il y a une instruction judiciaire. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a des auditions qui ont été accomplies. Les 2 personnes qui ont été arrêtées, la personne qui a été placée en détention a été auditionnée. Moi, j'ai été la victime, j'ai été auditionné. Et la personne qui a été placée sous contrôle judiciaire, elle a été auditionnée. Les éléments troublants que moi et mon avocat, nous avons constaté que c'est les faits qui ont été pour le moment prouvés et démontrés et réunis par les enquêteurs des services de sécurité ici en France, notamment de la police judiciaire française, ce sont des faits qui démontrent que c'est une opération qui a été planifiée depuis l'Algérie. Pourquoi? Mon agresseur, il est originaire du sud de la France. Il est venu à plusieurs reprises pour me suivre, pour me faire une filature, pour me surveiller, pour trouver une adresse ou un lieu, le lieu où j'étais hébergé ou l'adresse où j'habitais. Il a recouru à quelqu'un qui est un ancien membre des services de sécurité en France. C'est un ancien gendarme. C'est un franco-algérien. Les deux sont des franco-algériens. Les 2 personnes qui sont interpellées et mis en examen dans mon affaire de mon agression, c'est des franco-algériens. L'un, c'est un ancien membre des services de sécurité, un ancien gendarme, qui s'est converti, qui est devenu en quelque sorte un détective, genre de détective. C'est un consultant dans les affaires de sécurité. Mon agresseur lui aurait demandé à Alger, ils se sont rencontrés à Alger, alors qu'ils sont tous les 2 originaires d'une ville du sud de la France, et c'est à Alger où mon agresseur lui avait demandé, ça c'est l'enquête qui l'a démontré, de me trouver mon adresse, mes coordonnées personnelles, parce qu'il a un litige financier avec moi. Ce qui est complètement faux. Moi, j'ai réfuté cette thèse et j'avais démontré que je ne le connaissais pas. Et l'enquête a démontré effectivement qu'il n'y a jamais eu de relation personnelle entre moi et lui, de mon agresseur. L'agresseur a demandé à cette personne ancien membre des services de sécurité, de me prouver mes coordonnées. Cette ancienne personne a me touché de l'argent. Elle a été payée pour ses déplacements vers la banlieue de Paris, où je séjournais régulièrement, ou la plus ou moins régulièrement, pour me pister, pour me surveiller, pour trouver une adresse, pour trouver une localisation précise. Ensuite, les 2 personnes, mon agresseur et son complice, sont revenus vers Alger. En juin 2023. Moi, j'étais agressé le 15 août 2023. Ils étaient à Alger en juin 2023. Ils ont voyagé ensemble à Alger. Après m'avoir surveillé, pisté et suivi pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Une fois qu'ils auraient obtenu apparemment quelques précisions sur ma localisation géographique, ils sont revenus vers Alger. Et à Alger, ils ont parlé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, ils ont rencontré qui à Alger, ils sont ensuite revenus au mois d'août, et c'est le 15 août où j'étais agressé. 4 jours plus tard, mon agresseur, il va à Alger. Il reste à Alger jusqu'à la fin du mois de décembre 2023. C'est quand même bizarre. Alors qu'il est franco-algérien, alors qu'il prétend être commerçant, alors qu'il prétend avoir il détient, ça a été prouvé au cours de l'enquête, il détient des sociétés en France, il détient un commerce en France. Et pourtant, il va laisser son commerce, il va laisser son bien. Il est même marié avec des enfants, il va laisser son, il va en Algérie, à Alger. Il va rester à Alger jusqu'à la fin de l'année 2023. Quand il va revenir, il sera intercepté et arrêté. S'il n'était pas revenu, les autorités des services de sécurité en France, pour la police judiciaire française, ne l'auraient jamais arrêté. Donc, il aurait pu se cacher et fuir en Algérie. Donc, l'Algérie, pour lui, c'était une fuite. C'était pour lui, non, plus qu'une fuite. C'était plus qu'un refuge, plus qu'un abri. Puisque c'est à Alger où il a demandé à trouver mon adresse et ma localisation, et des renseignements sur ma personne, et comment me retrouver. C'est à Alger qu'il était revenu à Alger en juin 2023, 2 mois avant mon agression, pour planifier peut-être, pour faire des tractations, pour attendre un feu vert, éventuellement. Moi, je pense que n'importe qui d'entre vous pourrait aboutir à la même conclusion. Et Wa'alash, il est à Alger 2 mois avant mon agression.
Et quelques jours avant mon agression, il revient à Alger. Il reste à Alger jusqu'à la fin du mois de décembre. Et c'est quand il est rentré qu'il a été arrêté. Et la deuxième personne reconnaît, elle a été payée, elle a touché de l'argent pour trouver ma localisation, pour avoir des renseignements sur moi. C'est une opération. Une opération qui a été planifiée depuis l'Algérie. Mon agresseur, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Donc il y a quelqu'un qui lui a commandité cette opération. Les conclusions sont logiques. Bien sûr qu'il faut maintenant des preuves, réunir des éléments matériels. C'est pour ça que je ne veux pas perturber le travail de la justice française. Mais je tenais à partager avec vous cette information pour vous donner une image de l'ampleur des pratiques criminelles que certaines officines. Maintenant, vous allez me dire, mais Abdou, ça veut pas dire que ce sont les autorités algériennes et qui l'ont payé ou là qui lui ont demandé de t'agresser pour te voler. Oui, effectivement, ça peut être un élément privé, ça peut être un acteur privé, ça peut être un opérateur privé. Mais un opérateur privé, pourquoi il aurait voulu voler mon téléphone où il y a mes sources? Parce que pourquoi ils ont volé ce téléphone-là? Ils ont pensé que moi je sortais avec le téléphone où il y avait mes sources. Ils ont pensé que moi j'étais idiot, je sortais avec mes téléphones, avec mes sources et tout ça. Sauf que moi j'ai plusieurs appareils, je sécurise mes données, je protège mes sources et je sors jamais avec un téléphone où il y a une grande partie de mes sources les plus confidentielles et les plus secrètes, notamment celles qui vivent en Algérie et qui sont bien introduites au sein du pouvoir algérien. Pourquoi un privé chercherait à mon téléphone? Pourquoi? J'ai l'impression quand même qu'il y a derrière cette affaire un officiel ou une partie liée à un officiel, ou une partie liée à un organisme du régime algérien. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous ces informations, parce que j'ai été totalement troublé par l'ampleur des pratiques criminelles qui peuvent être organisées depuis Alger pour être concrétisées sur le sol français. Les deux personnes se sont rencontrées à Alger en janvier 2023. Et ils reviennent à Alger en juin 2023. Et mon agresseur revient en août 2023 à Alger. Il reste à Alger jusqu'à septembre 2023. Donc il y a des éléments suffisants, il y a des indices. Ce sont des indices qui dévoilent, qui démontrent qu'il y a des relations algériennes avec cette affaire. Qu'il y a des parties algériennes qui avaient tout intérêt à ce que cette opération soit organisée. Moi, je salue le travail de la justice française. J'aurais aimé que si la justice algérienne avait un semblant de dignité, elle aurait dû coopérer avec la justice française. Même si je suis condamné à mort et je suis une personnalité détestée par les autorités algériennes, je reste un être humain et j'ai été agressé par un binational qui s'est réfugié en Algérie pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois et qui aurait, semble-t-il, tout planifié ou reçu des instructions depuis Alger pour m'agresser et pour me voler mon téléphone et pour peut-être attenter à mon intégrité physique. Pourquoi la justice algérienne ne veut pas collaborer dans cette affaire? Grand point d'interrogation. Grand point d'interrogation. Et les points d'interrogation sont nombreux dans mon dossier. Je ne vais pas les aborder aujourd'hui. Parce que je respecte l'indépendance de la justice, la neutralité de la justice. Parce que je respecte surtout le professionnalisme des juges et des enquêteurs français, que je remercie profondément. Parce que ils m'ont donné de la considération, chose que mon propre pays natal ne m'a pas encore donné. Ils m'ont donné des gages de sécurité. Ça veut dire qu'ici, c'est un message à celles et ceux qui seraient tentés, depuis l'Algérie, de toucher à des opposants algériens, de toucher à des êtres humains, de toucher à des détracteurs du régime algérien. Et s'ils croient qu'ils peuvent le faire en toute impunité, ils se trompent. Wallah ijma', ils ont des moyens extrêmement forts ici en France. Moi, j'étais épaté. Comment ils ont fait cette enquête avec les moyens technologiques, avec les caméras de surveillance, les moyens dont ils disposent pour tracer les individus, pour les repérer, pour les retrouver, pour les identifier. C'est des moyens extrêmement sophistiqués, on dirait une série policière. Donc, hadou les lobbies algériens qui, depuis l'Algérie, menacent tout le temps les opposants, menacent tout le temps les activistes, les cyberactivistes et les défenseurs des droits de l'homme. Ils devraient faire très attention parce que l'impunité ici n'existe pas. L'impunité, هنا ما كاش عدالة التليفون. هنا ما كاش les enquêtes par téléphone. هنا tout est professionnel. Bien sûr, la France elle a ses défauts, elle a ses défaillances. Ce n'est pas un pays parfait. En tout cas, c'est un pays plus parfait que le régime algérien actuel.
Moi, j'espère que l'enquête n'aboutira pas à identifier un officiel algérien qui serait derrière ça. Ça serait une honte absolue de payer des gens et de commanditer une tentative d'assassinat ou un vol à main armée depuis l'Algérie pour viser un opposant algérien ou une personnalité ou un journaliste indépendant algérien. Ça serait une honte. Ça aura des conséquences d'ailleurs très fâcheuses. J'espère. Mais je n'en demeure pas moins très sceptique parce que pour moi, les éléments qui sont en ma possession indiquent clairement qu'il y a des partis algériens derrière cette affaire. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. Je respecte le secret d'instruction. Je tenais juste à vous dire que mon agresseur est en prison depuis maintenant une année, que la justice française a décidé de le maintenir en détention, parce qu'il y a un risque qu'il s'en prenne encore à moi, et surtout, et pourquoi la Cour d'appel de Versailles a décidé de le maintenir en détention, mon agresseur, parce qu'il risque de fuir vers l'Algérie. L'enquête a démontré que pendant de longs mois, il n'était pas sur le territoire français. Si demain il est relâché, il va fuir, il va aller vers l'Algérie. Parce que c'est là-bas où on lui garantit quoi? Une protection. En contrepartie de quoi? En contrepartie d'avoir volé, agressé Abdel Smar. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il est maintenu en détention. La vérité finira par être débusquée, dévoilée, par être connue et rendue publique.